Bienvenue au Musée des Arts et Métiers pour cette 9e édition du classement des agences d'architecture. Alors, pour introduire la soirée, je voudrais vous dire quelques mots. Comme vous le savez, le classement des agences d'architecture est très attendu chaque année. Et je voudrais dire, en tant que patron du magazine Da, que c'est le magazine le plus diffusé et le plus vendu en kiosque. Je voudrais également vous dire quelques mots sur nos autres magazines. Le magazine Séquence Bois, qui était auparavant une publication du CNDB et que nous avons repris dernièrement. Le magazine Très Urbain, que nous éditons également et qui parle de projets urbains, de l'aménagement des villes et des territoires, en lien fort avec, peut-être que vous connaissez, le Forum des projets urbains. Et enfin, notre webzine Muse, qui est une source d'inspiration avec des produits, des projets et des ambiances. Alors, si depuis sa création, le magazine Da, donc sa création en recherchait tout à l'heure avec Emmanuel la date, en 1989, donc il y a 31 ans, Da se veut être le magazine professionnel de la création architecturale. Et j'aimerais vous rappeler notre fort attachement à sa dimension professionnelle, qui se traduit notamment par un événement que nous avons créé il y a quelques années et qui a pris depuis 3 ans une grande ampleur. Il s'agit du salon Materials and Light. Materials and Light est un salon qui se tient sur 2 jours, qui a lieu au Carreau du Temple. Ce sera les 28 et 29 avril prochains. Materials and Light, c'est 2 jours de rencontres, de découvertes de produits les plus innovants et spécifiquement destinés aux architectes. Ce salon connaît un succès croissant en nombre de visiteurs, en exposants aussi, puisque nous aurons plus de 80 industriels cette année. Et je vous invite à le visiter dans un cadre et une scénographie qui mettent en valeur les process et les matériaux. Si vous le rappelez, c'est aussi un moment très convivial avec 2 soirées, une première soirée privée le 28 avril et une deuxième soirée, je vais en dire quelques mots. Donc vous pouvez venir prendre un verre et rencontrer les industriels. Alors un mot sur les ADC Awards également, que certains d'entre vous connaissent bien pour y participer régulièrement. Les ADC Awards sont organisés par Muse. Et comme je vous le disais, Muse est un site dédié au design et à l'architecture. Les ADC Awards, nous les avons créés il y a maintenant 6 ans pour récompenser chaque année, par catégorie, les réalisations architecturales les plus remarquables. L'édition 2020 des ADC Awards aura lieu le 2e soir de Materials and Light, donc au sein même du Carreau du Temple, et vous êtes bien sûr très largement invité. Alors, avant de passer la parole, je voudrais remercier nos partenaires, et notamment l'AMAF, qui nous renouvelle sa confiance depuis plusieurs années et qui nous permet d'organiser cette belle soirée. Je voudrais également remercier nos autres partenaires, Lumion, Tecnal, AGC, Euroshelter, Roquefond, Velux, Ecofond et bien sûr le CNDB. Merci également à François Jeannot, architecte en chef de ce monument hors du commun et qui nous dira quelques mots dans quelques instants. Enfin, un grand merci au Musée des Arts et Métiers qui nous accueille ce soir et qui nous a permis avec facilité d'organiser cette soirée. Voilà, il est maintenant temps que je passe la parole à Jean-Claude Martinez, président de la MAF. Et comme nous sommes encore en janvier, que c'est la tradition, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez. Voilà, très bonne soirée à tous. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de vous recevoir ce soir avec la revue Da. Pour nous, cette soirée est un événement important parce que pour la mutuelle, la MAF,
c'est l'occasion de rencontrer un grand nombre d'architectes, qu'ils soient de Paris et également de province, et qu'on est très attaché à discuter avec les architectes, à les écouter et à les accompagner tout au long de leur carrière, que ce soit au niveau de leurs études, mais jusqu'à leur retraite. Donc, comme disait mon prédécesseur il y a 2 minutes, je vais d'abord commencer par vous souhaiter des vœux de bonne année. Des vœux confraternels parce que je suis moi-même architecte et que j'exerce à Boulogne-Billancourt. Et puis les vœux du président de l'AMAF. L'AMAF, c'est quand même l'observateur le plus aguerri, le plus précis sur l'exercice de la profession. On observe au quotidien tout ce qui se passe. Alors pas seulement les sinistres, hein, ça en fait partie, mais aussi l'activité des architectes. Je crois que 2020 est une année qui s'annonce positive, dans la continuité de 2019, même si certains voient des signes de ralentissement. Moi, je garde l'optimisme qui fait qu'aujourd'hui, la MAF évolue et évolue positivement. Donc la MAF, elle est à votre service, elle travaille pour les architectes et également pour l'ensemble de la maîtrise d'œuvre parce qu'on travaille en équipe. Et ces services, on les remet, on en invente chaque année de nouveaux. Et la nouveauté cette année, c'est un service lié à la contractualisation de vos contrats. On s'est rendu compte que souvent, les grandes agences étaient confrontées à des difficultés pour négocier leurs contrats et avaient besoin de conseils, avaient besoin d'un encadrement. Et donc, on est en train de mettre en place ce service qu'on va tester sur une seule région le temps de bien l'évaluer. Et dès l'an prochain, on l'étendra à l'ensemble des architectes français. Ensuite, je voulais vous parler au-delà de ces services, il me semble que c'est important également que les architectes comme vous ce soir se mobilisent davantage pour défendre notre profession. On se rend compte que bien souvent, les architectes travaillent seuls ou dans leurs agences et ne sont pas assez investis, à mon goût et au goût de beaucoup de mes confrères, dans la défense de la profession. Et je pense que c'est essentiel. On a eu des avancées il y a quelques années, on a pas mal reculé l'an dernier. Et si on ne se bat pas, si on n'est pas unis, si on ne met pas nos forces ensemble pour avancer, également avec les ingénieurs, également aussi, il faut parler avec les entreprises, je pense qu'on n'arrivera pas à défendre cette profession qui est essentielle pour notre avenir, le cadre de vie. Ce soir, donc, nous vous accueillons dans cette ancienne église qui nous invite aussi à nous questionner sur le destin de nos constructions. Denis Dessus disait la semaine dernière, lors de ses vœux, « Les architectes fabriquent tous les jours le patrimoine de demain. » Mais comment s'opère cette mutation ? Comment les réalisations que nous concevons chaque jour, avec nos maîtres d'ouvrage et nos différents partenaires à l'acte de construire, se réinventent-elles dans de nouvelles fonctions dont nous ne soupçonnons pas encore tout ce qui peut se passer. Donc je pense que c'est l'occasion ce soir de réfléchir à l'évolution. On parle beaucoup d'évolution de nos bâtiments, on les construit pour une fonction précise, on essaye d'en imaginer d'autres, mais certaines fonctions, on n'imagine pas ce qui peut arriver à nos bâtiments. Donc je vais passer la parole à François Jeannot, qui est architecte en chef des monuments historiques, qui est en charge de ce magnifique bâtiment et qui va un peu nous raconter l'histoire de ce bâtiment. Et je voudrais en profiter aussi pour rappeler que ces bâtiments anciens, le patrimoine, on n'en parle pas assez, et que c'est à l'occasion du drame de Notre-Dame que les projecteurs ont été un peu braqués sur tout notre patrimoine, l'État, qui n'est pas toujours l'État au sens dans quel état se trouve-t-il, évidemment, qui n'est pas toujours celui qu'on aimerait. Et je crois qu'il y a une réflexion, il y a un travail, et les architectes des monuments historiques ont un rôle important à jouer aux côtés de nous, architectes du quotidien. Voilà. Donc je lui passe la parole et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci. Il y a un petit visuel qui devrait apparaître et qui va vous permettre de comprendre un petit peu, par quelques images, dans quel lieu nous sommes. Mais vous avez pu déjà, avec les visites du musée,
constater la richesse et l'épaisseur de ce lieu que je vais tenter de vous présenter. Les bâtiments qui abritent aujourd'hui le Conservatoire national des arts et métiers ont été classés au titre des monuments historiques en 1993, c'est assez récent. En fait, c'est un peu une mise à jour de protection plus ancienne, puisque les premières protections au titre des monuments historiques apparaissent ici en 1862 sur la fameuse liste de 1862, avant même la réglementation, la législation de 1914. Les bâtiments où nous sommes appartiennent à l'État, c'est la raison pour laquelle l'architecte en chef des monuments historiques que je suis a été nommé par le ministère de la Culture en 2014 pour assurer les travaux de restauration à la suite donc d'autres prédécesseurs dont je salue ici la présence d'ailleurs de Jean-François Lagneau qui s'est occupé aussi de ce lieu. Alors rappelons brièvement que l'architecte en chef des monuments historiques, mais vous le savez certainement, c'est un corps d'architectes fonctionnaires de l'État, mais qui exercent à titre libéral et qui sont recrutés sur concours, et ce depuis 1893. Ils sont désormais chargés des seuls édifices classés monuments historiques de l'État, par un décret de 2007 qui a limité leur monopole, entre guillemets, à ces seuls édifices, puisque tous les autres édifices classés monuments historiques sont désormais soumis à concurrence auprès notamment des architectes dits spécialisés, architectes du patrimoine. Ce qui n'empêche nullement donc les architectes en chef des monuments historiques de travailler encore sur ces édifices. Alors, après ce petit point réglementaire, je vais vous présenter, brosser rapidement l'histoire et l'évolution. C'est trop près ? Ah pardon, on m'entend pas ? Donc, de ce lieu. Alors, c'est la photo suivante, s'il vous plaît. C'est tout d'abord un lieu qui est tout à fait particulier à Paris. Quelques fouilles ont été... Il faudrait passer la photo suivante, voilà. Ces fouilles ont été réalisées au moment précisément du réaménagement du musée, donc entre 1990 et 2000. Donc on a un certain nombre de vestiges qui sont apparus, et donc on remonte l'histoire de ce lieu à l'époque mérovingienne. Donc nous sommes entre du 5e au 8e siècle. Alors en vert, vous avez la première église, et en rouge, ou c'est l'inverse, c'est là en rouge la première église, en vert la suivante. Alors l'ancien sanctuaire funéraire de la période mérovingienne est évidemment pillé par les Normands, et il faut attendre la moitié du XIe siècle pour qu'une communauté de chanoines réguliers s'installe, notamment grâce au roi Henri Ier. Donc l'église collégiale, la première église, est dédicacée en 1067. Ce plan de Paris est intéressant parce que ça nous donne, c'est rapidement brossé, mais vous le connaissez, donc la position, l'emplacement du prieuré Saint-Martin-des-Champs par rapport donc à la ville de Paris, et notamment donc l'enceinte de Philippe Auguste que vous reconnaissez par le trait noir, les traits rouges étant le Cardo Maximus romain et le Decumanus, donc qui donne la structure de la ville. Je peux vous montrer une quatrième photo. Alors là, on saute un petit peu dans le temps. Nous sommes au XIIe et XIIIe siècle, qui est une grande période de construction et d'activité architecturale, donc ça dans toute la France, mais notamment dans ce prieuré. Et donc de cette période sont conservés encore un certain nombre de lieux, d'édifices, notamment l'enceinte extérieure. Alors il y a une partie de cette enceinte qui existe encore, donc 2 tours médiévales au nord. Vous avez évidemment cette église dans laquelle nous sommes, à la fois romane et à la fois gothique, et très restaurée au XIXe siècle, donc avec cette nef charpentée qui est datée de 1230. Et puis on a un très bel édifice qui est... Il ne faut pas passer trop vite les photos, parce que là je vais être perdu dans mon discours. Voilà, très bien. Vous avez un très bel édifice qui est sur votre gauche.
ça doit être le chiffre numéro 2, et qui abritait en fait le réfectoire des moines, qui a été transformé par l'installation du conservatoire en bibliothèque et en salle de lecture. Et c'est une des plus belles salles gothiques qui date à peu près de 1220, de 1230, avec une extraordinaire charpente qui est aujourd'hui, malheureusement, du fait de l'incendie de la charpente de Notre-Dame, qui passe pour être une des plus anciennes ou la plus ancienne charpente de Paris. Alors, nous passons à la photo suivante, où nous sommes à la fin du Moyen-Âge, où les moines, pour apporter quelques crédits à leur abbaye, vont vendre un certain nombre de parcelles, et ce qui fait que toute l'enceinte médiévale de l'abbaye va être construite avec un certain nombre de maisons. Nous passons à la photo suivante, et apparaît au XVIIIe siècle. C'est une période de transformation importante avec un certain nombre de bâtiments. Alors on est encore sur le plan médiéval, mais un certain nombre de bâtiments vont être modifiés sans disparaître totalement. Donc c'est le cas des numéros que vous voyez ici, et qui représentent donc les édifices médiévaux qui subsistent avant une disparition quasi totale de ces vestiges. Et on passe à la photo suivante, à la veille de la Révolution. Et là, nous sommes dans une période un petit peu troublée, évidemment. Les moines, les religieux sont très peu nombreux, et l'abbaye est vendue comme bien national. Enfin, en fait, c'est l'État qui s'approprie l'édifice, et c'est alors que, et je pense qu'on vous l'a présenté lors de la visite du musée, l'abbé Grégoire qui propose à la Convention et qui va apporter des moyens pour perfectionner l'industrie nationale, et on crée ainsi le Conservatoire national pour les arts et métiers. Donc il y a un décret d'application, et nous sommes en 1798. Une commission est nommée, et un premier architecte, l'architecte François-Jacques Delannoy, va produire ce plan pour aménager et recevoir les différents témoins de l'industrie française, qui va ainsi être présentée, et en même temps permettre leur utilisation. Donc ça devient en même temps une école. Et sur ce lieu assez fantastique, historique, donc, les éléments médiévaux vont plus ou moins être conservés. Et donc avec le plan suivant, on voit que les architectes ne manquent pas d'imagination pour créer ce lieu. Photo suivante, s'il vous plaît. Avec un projet ici qui n'a pas vu de réalisation, où on crée des galeries qui vont recevoir des machines, des différents instruments de l'industrie française. Enfin, en 1840-49, donc c'est les photos suivantes, c'est l'architecte Léon Vaudoyer qui est nommé architecte du conservatoire et qui va s'occuper des édifices présents, et donc réaménager ou aménager ce musée et cette école, ce conservatoire des métiers, des arts et métiers français. Alors Vaudoyer, vous le connaissez parce que c'est lui qui est c'est son chef-d'œuvre, c'est lui qui a construit la Nouvelle Majeure à Marseille. Vous savez, cette grand édifice, grande cathédrale qui est construite sur la mer, sur le port, avec un projet assez extraordinaire. Vaudoyer est Grand Prix de Rome, premier Grand Prix. Et évidemment, à son retour d'Italie, il poursuit ses études sur le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est ainsi qu'il va être très inspiré pour la construction du conservatoire du CNAM que nous voyons ici à partir de 1840-49. Et donc il fait un certain nombre de constructions, nous les voyons en rouge ici, tout en conservant les constructions de ses prédécesseurs et en aménageant et en restaurant les bâtiments médiévaux, notamment cette chapelle dont vous voyez le décor qui a été en fait réinterprété
par Léon Vaudoyer. Et on a la même chose dans le réfectoire. Malheureusement, les peintures ont disparu, c'est très dommage, mais la salle est encore tout à fait présente. Et on a une très belle aile qu'on appelle donc l'aile de la salle des textiles, avec un décor tout à fait remarquable également, donc toujours avec ce style Renaissance qui plaisait à Vaudoyer et qui est le pendant dans la cour que vous voyez quand vous êtes dans la cour d'honneur. Vous êtes à gauche, vous avez cette grande aile de la salle des textiles qui avait pour destination d'abriter les grandes machines à tisser et qui est une superbe architecture. Alors le conservatoire aujourd'hui, c'est le dernier plan, je crois que j'ai à vous montrer. Voilà, donc les bâtiments évidemment se sont développés un petit peu dans tous les sens. Il faut savoir que ce qui est classé au titre des monuments historiques, ce ne sont que les bâtiments antérieurs au XXe siècle, donc quasiment la totalité en fait des bâtiments. Mais les cours sont engombrés intérieurement dans le sous-sol par des amphithéâtres en fait tout espace est occupé par l'école et par le musée. Alors je voulais terminer mon propos en vous présentant très modestement les quelques derniers travaux qui sont soit réalisés, soit en cours ou qui vont démarrer. Donc on a fait un travail de consolidation très intéressant dans la salle du réfectoire. Donc vous voyez cette coupe longitudinale et transversale qui vous montre l'élévation de cette salle sur laquelle on pourrait se pencher parce qu'il y a d'abord une très belle charpente, mais l'architecture même, la construction de ces voûtes est faite pour limiter les poussées sur les murs latéraux. Donc c'est très intéressant. On a une légèreté de colonne centrale qui est tout à fait remarquable. C'est une des plus belles salles gothiques de la ville de Paris, peut-être avec celle des Bernardins, qui est comparable. Mais ici, on a vraiment une élégance et une élévation absolument superbe. Donc là, la bibliothèque était déménagée, la salle de lecture, parce qu'on y faisait des travaux de consolidation avec une technique de reprise de voûte par le dessus, avec un système de poutres métalliques que vous voyez ici, puis des tirants latéraux qui reprennent les efforts obliques de ces voûtes. Et on a réalisé cela sur deux travées qui historiquement, en tout cas on l'a compris, avaient été construits d'une certaine façon, ce qui expliquait les désordres qui sont venus ensuite. Photo suivante, où là nous allons travailler, donc le démarrage des travaux se fait en ce moment. Donc c'est la fameuse aile dont je vous parlais, avec cette salle des textiles tout à fait remarquable, dont nous attendons avec impatience l'engagement de la restauration. Et nous allons aménager des bureaux dans les combles, en tentant l'expérience d'un aménagement tout à fait confortable et dans les règles de l'art de l'aménagement des bureaux aujourd'hui, sans ouvrir de fenêtres ou de châssis vers la cour d'honneur. Donc ces travaux démarrent tout juste. Et puis une dernière opération qui va sans doute voir le jour, ce sont des bâtiments de Vaudoyer également, dans laquelle va s'installer la direction des ressources humaines, pour lesquelles donc, on va réaménager également des bureaux. Voilà, mon propos était relativement rapide. Ça fait peu de temps que je suis en charge de ce monument, donc on n'a pas fait énormément de choses, mais c'est tout à fait passionnant parce que c'est un ensemble qui a une profondeur historique qui est surprenante et qui est tout à fait passionnante pour les architectes de patrimoine que nous sommes. Merci beaucoup. Merci. Je jauge au niveau sonore que vous avez tous soif, donc je vais être très bref. Depuis que ce classement existe, il y a toujours eu des polémiques. Depuis le début, les gens disent mais pourquoi faire ce classement, etc. Je crois que les polémiques naissent de la confusion entre classement et palmarès. Chacun sait ici que ce classement n'est pas un palmarès. C'est pas parce qu'on est gros qu'on est meilleur et c'est pas parce qu'on est tout petit qu'on est meilleur que les gros. Bon, vous le savez tous, mais peut-être certains jouent de cette confusion. Et peut-être aussi ce qui pouvait créer confusion, c'est que
beaucoup de gens nous disaient, mais Da, vous faites, la seule chose que vous faites, la seule fête que vous faites, c'est pour fêter ce classement. Donc il manquait quelque chose. Et ça va être chose faite cette année parce que même si l'année dernière, on a organisé pour la première fois le prix d'architecture, mais on l'a organisé sans prévenir, c'était un peu confidentiel parce que nous l'avons fait, nous avons, je dirais, inventé le prix en le faisant avec les membres du jury. Donc cette année, je suis très, très heureux de confirmer l'organisation de ce prix. Donc c'est le prix d'architecture et c'est une nouvelle fois la MAF qui nous aide à organiser ce prix parce que ça prend beaucoup d'énergie voilà, pour le faire. Et puis il est toujours agréable que ça se termine par une soirée sympathique. Voilà. Alors ce prix, c'est quoi? Ce prix, c'est d'abord un prix qui récompense des réalisations réalisées en France depuis une année. C'est un prix qui n'a aucune catégorie. Voilà. Il s'appelle 10+1 parce que nous retenons 11 projets. Donc sans catégorie, il peut y avoir 3 piscines, aucun logement ou que des logements, etc. Donc si une année, il n'y a aucune piscine qui est bien, bah, elles seront suffisamment bien en tout cas, elles ne seront pas retenues. Et parmi ces 11, donc ces 11, ce n'est pas des mentionnés, c'est ces 11 qui ont le prix. Et parmi ces 11, il y en a un qui sera choisi pour être le Grand Prix d'architecture avec un S, vous aurez compris. Voilà, et la particularité de ce prix par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'il est gratuit, il ne faut pas payer pour en faire partie, et que le jury sera uniquement composé de critiques et de journalistes d'architecture et d'architectes. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous en mi-juin. On est en train d'organiser les dates pour pas que ça interfère avec l'Eurofoot, parce qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de gens pour qui c'était plus important que l'architecture. Donc voilà, je suis très heureux d'annoncer ce prix d'architecture 2020 et je vous donne rendez-vous en 2020. Voilà. Et maintenant, on m'a demandé de vous rappeler que les visites continuent maintenant pour ceux qui veulent continuer à visiter le musée des Arts et Métiers, qui est vraiment un endroit passionnant où on découvre à chaque visite des choses nouvelles. Et maintenant, je vous propose de vous ruer sur le bar. Voilà.